Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. L'actualité sur le front social, les responsables des compagnies des transports voyageurs donnent un ultimatum d'une semaine au ministre des Transports pour trouver des solutions aux multiples problèmes que les compagnies rencontrent dans leurs activités. Elles menacent en outre d'aller en grève de 3 jours la semaine prochaine. Précision avec Hassan Saleh Moustapha. L'union fait la force du temps. Eh bien, les compagnies de transport voyageurs actifs sur le sol nigérien l'ont bien compris. Elles ont en effet décidé ensemble de fermer leurs gares pour 3 jours à compter du mercredi 16 février prochain. Toutes ces différentes compagnies de transport voyageurs vont observer une grève de 3 jours pour exprimer leur mécontentement aux autorités en charge de transport au Niger. Dans une correspondance en date du 8 février 2022 adressée au ministère des Transports, l'organisation patronale des gares modernes du Niger informe le ministère que les bus seront immobilisés du 16 au 18 février 2022 pour exiger du gouvernement l'ouverture des discussions franches et sincères avec les autorités afin de trouver dans le cadre du dialogue social des solutions aux problèmes récurrents de l'état des routes qui, au-delà des préjudices causés aux bus, sont la cause de beaucoup d'accidents de la route. L'allègement des postes de contrôle et autres tracasseries routières, la suppression de la TVA, la suppression de la taxe dite droit de sortie et les autres taxes communales, la suppression des redevances ou encore la création d'un comité permanent incluant les gares modernes et les ministères concernés par les différentes préoccupations. Cette grève de 3 jours que les compagnies de transport voyageurs menacent d'observer, c'est juste un avertissement, précise l'OPGM Niger, pour se conformer aux dispositions des normes internationales du travail. Dans le souci d'éviter toutes les conséquences qui seront liées à ce mouvement de grève, l'organisation patronale des gares modernes du Niger, OPGM, affiche sa disponibilité à dialoguer avec le gouvernement. En attendant, vous qui planifiez de voyager en milieu de la semaine prochaine, prenez donc toutes vos dispositions. Pendant ce temps, c'est un protocole d'accord qui a été signé ce matin entre le ministère de la Santé publique et le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, le SUSAS. 26 points étaient inscrits dans la plateforme revendicative du SUSAS. Ibrahim Bakar. La présente signature du protocole d'accord marque la fin de long processus de négociation entamé par le ministère de la Santé publique et le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS. Il s'agit d'un différend entre les deux parties né d'une plateforme revendicative composée de 26 points qu'avait soumis le SUSAS à la sortie de son dernier congrès. Suite aux négociations entre le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales et le BEN SUSAS, sur sa plateforme revendicative issue du congrès de Maradi, les deux parties ont convenu de ce qui suit. Relatif au recrutement progressif de tous les contractuels sans concours et en 4 ans et plus sans interruption d'activité sur le terrain en fonction de leur ancienneté avec l'implication du SUSAS à tous les niveaux. Considérant le souci du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, à résorber progressivement les contractuels de la santé, diplômés et agents de santé communautaire, à l'occasion de chaque recrutement à la fonction publique, le ministère s'engage à faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'un quota continue à leur être affecté régulièrement en impliquant les partenaires sociaux lors du processus à tous les niveaux. Dans son intervention, le ministre de la Santé publique lui s'est dit surfait par la hauteur d'esprit dont a fait montre le SUSAS qui à chaque fois met en avant le dialogue avant de brandir les gros bras. Le processus de négociation qui était entamé depuis des mois, les deux parties, d'abord le gouvernement en ce qui concerne le niveau ministère de la Santé, puisque les discussions vont continuer sur certains points,
Comme vous le savez, il y a deux catégories de points. Il y a des points que le ministère de la Santé peut prendre directement en charge. Il y a d'autres qui vont faire l'objet d'autres échanges dans le cadre du comité interministériel de négociation qui nous a toujours aidés à régler les différents problèmes. Mais je tiens de vive voix à remercier les grands acteurs. Les grands acteurs, c'est la Commission de dialogue social, c'est la CDTN, qui a toujours pris des dispositions pour créer un climat pour que des négociations se passent non seulement dans le respect mutuel, mais dans la franchise. Il est à rappeler que le dit protocole d'accord a été salué et félicité par le vice-président de la Commission nationale de dialogue social et le secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, qui lui n'a pas manqué d'inviter le ministre à veiller à l'application des points énumérés dans la dite plateforme. Mais avant de lever la séance, le ministre a rassuré de son implication personnelle pour le bien-être des agents de la santé. Et puis, le mouvement Tournons la page CLP Niger projette d'organiser un meeting ce vendredi 11 février 2022. Le point des préparatifs avec Michael Zodi, il est coordonnateur national de TLP Niger. Ce n'est pas seulement Niamey qui organise cette activité, c'est presque dans toutes les régions effectivement, que nos coordinations sont activées pour effectivement se battre sur le terrain pour la démocratie et l'état de droit. Aujourd'hui, au fil du temps, nous avons constaté qu'il faudrait même d'ailleurs se battre pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à constater que les gens continuent à vouloir empêcher l'expression d'une liberté aussi fondamentale qui est la liberté de manifestation. Niamey compte organiser un meeting le vendredi 11 février à partir de 15h à la place de la concertation, et Maradi compte organiser une marche suivie des meetings du siège de l'ISDN à la tribune officielle le dimanche 13 février 2022. Nous avons les points communs qui sont le départ sans condition des bases militaires sur notre territoire, la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, la libération des détenus politiques, le soutien ferme au peuple frère malien, et aussi nous sommes en train de nous battre pour la vie chère. En dehors de ces points communs, il faudrait comprendre que Tournons la page, c'est une organisation qui est en train de prendre de l'ampleur sur toute l'étendue du territoire. Et c'est ce qui fait en sorte que chaque coordination est en mesure de prendre en charge des problèmes au niveau national, contextuel. C'est une lutte nationale. Ça engage tout le monde. Que ce soit les partis politiques, que ce soit les centrales syndicales, que ce soit les citoyens patriotes, que ce soit les associations de défense des droits de l'homme. Je pense bien que nous devons nous unir pour combattre ces fléaux-là, pour que le Niger puisse renaître véritablement, pas la renaissance des uns, mais pour que le Niger puisse renaître avec des normes démocratiques, avec un état de droit. Ce combat que nous sommes en train de faire, c'est pour cela que nous appelons à tous les citoyens à répondre effectivement aux différentes manifestations dans les différentes villes de Niamey, pour que effectivement nous puissions dire notre ras-le-bol par rapport à la façon dont notre pays est géré. Nous avons constaté une façon de faire par les autorités en créant les conditions pour que des conseillers à la présidence puissent se prononcer et sortir pour dire qu'ils sont de la société civile. Que cela n'importe, nous, le débat est un peu élevé à notre niveau, parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons plus seulement le débat de la rue, mais nous nous réunissons dans la salle du Conseil des ministres pour discuter avec le président de la République par rapport à ces questions-là. Donc nous pensons que ce débat, ce n'est pas à notre niveau. Nous avons dépassé ces stades-là. Le combat que nous sommes en train de mener, lui, le président de la République, il le sait très bien que nous, là où nous ne sommes pas à vendre, nous ne sommes pas à acheter. Nous n'avons rien à vendre d'ailleurs même. Nous avons nos convictions ne sont pas à vendre. Et nous allons continuer la lutte que nous sommes en train de mener. Nous pensons que nous sommes sur le droit chemin, et les Nigériens doivent comprendre que le combat que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas parce que nous sommes Michael Zodi ou bien nous sommes Tournons la page. Nous le faisons pour le peuple nigérien, parce que les questions que nous sommes en train de poser, ce sont des questions d'intérêt national. La suite de cette édition d'information, aujourd'hui 9 février 2022, les scolaires nigériens ont commémoré les événements historiques du 9 février 1990. Un anniversaire placé sous le thème « La résilience des scolaires nigériens face à l'extrémisme violent ».
Le compte rendu de Ismaël Moumouni. Cette année encore, les scolaires nigériens ont inondé les rues de la ville, sortis de partout. Ces derniers manifestent leur mécontentement et réclament toujours justice pour leurs camarades ayant perdu la vie dans les événements du 9 février 1990. Et c'est le 32e anniversaire qui est commémoré avec pour thème la résilience des scolaires nigériens face à l'extrémisme violent. En effet, les scolaires de l'époque étaient restés soudés, unis, mobilisés autour de la très puissante Union des scolaires nigériens sous la coordination du camarade président du comité directeur Kaka Doka, en contestant et s'opposant fondamentalement à la mise en œuvre d'un nouveau système scolaire dit de double flux dans les écoles primaires tiré du projet Éducation 3. Le jour du 9 février 1990, à partir de Harobanda et toutes les grandes rues de la ville de Niamey, les étudiants et élèves descendirent et marchèrent pacifiquement vers le pont Kennedy, actuelle place des Martyrs, pour faire comprendre à la population et d'exiger aux autorités leur point de revendication qui se résume à la reconnaissance juridique de l'USN, l'annulation du projet Éducation 3, l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Face à cette grande mobilisation pacifique des camarades décidés à se faire entendre, les forces de l'ordre bloquèrent le pont et les avenants au pont. Ainsi, escamouches, tirs de gaz lacrymogène, tirs de fusil et à balles réelles, et soudainement tout est devenu noir en ce vendredi noir du 9 février 1990, sous un vent d'armatan couvert d'une poussière fine dans la capitale Niamey. Après des heures de résistance pacifique face aux vidas armés jusqu'aux dents. Ainsi, 3 de nos camarades furent touchés mortellement par des balles assassines et arrachés à l'affection de leurs familles et camarades au fleuve de l'âge. Et plusieurs blessés, dont certains portent toujours les séquelles des blessures à vie. C'est mardi du 9 février 1990, morts sur le champ d'honneur au nom de la démocratie. Il s'agit des camarades étudiants de l'université Abdou Moumouni et Abdou Maman Sagir et Alio Nahanti et le collégien Issa Kakani. De son côté, l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou de Niamey s'est dit confiant de l'aboutissement de leur requête auprès de la justice. Nous sommes convaincus que la justice humaine peut être faillible. Nous sommes convaincus que les hommes qui sont à la tête des différentes institutions peuvent être faillibles. À la limite, et ils peuvent effectivement démontrer de leur incompétence. Mais le combat que nous sommes en train de faire, c'est pour une justice juste. Nous allons continuer à réclamer justice pour nos martyrs. Nous allons continuer à exiger que justice soit rendue pour nos martyrs parce que nous sommes convaincus que d'un moment à l'autre, le Niger ne créa pas la roue. En tant qu'acteurs syndicaux, en tant qu'acteurs actifs du mouvement syndical au sein de l'USN, même si aujourd'hui, les hommes qui ont succédé à la tête de nos pays et à la tête de nos différentes institutions n'ont pas réveillé ces dossiers. Nous, ça nous donne encore plus de force, du courage et d'énergie à continuer le combat et à exiger que la justice soit rendue pour nos martyrs. Cette occasion est mise à profit pour des innovations importantes dans les activités de cette semaine des martyrs, notamment des prières collectives et lectures coraniques pour le repos de leurs âmes. Merci Hamza Sakou pour ce compte rendu. Ouverture ce matin au Grand Hôtel de Niamey d'un atelier de formation des acteurs dans le domaine de la sécurité, l'état de droit et les changements climatiques. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme de recherche OKP RESCOM. D'autres précisions dans ce sujet de Nafissatou Yaya. C'est sur le thème « Faciliter l'émergence d'une communauté régionale de pratique pour renforcer la résilience des communautés au Sahel » que se tient cet atelier national de renforcement de capacités des acteurs dans le domaine de la sécurité, l'état de droit et les changements climatiques. Le programme OKP RESCOM est un programme de recherche mis en œuvre par 3 universités sahéliennes, à savoir l'Université des sciences politiques et juridiques de Bamako au Mali, l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou au Burkina Faso et l'Université Abdou Moumouni de Niamey au Niger. Ces 3 institutions sont accompagnées par des institutions néerlandaises, à savoir l'École de management de Maastricht de Hollande, le SINOP, l'ECDPM,
qui sont des think tanks donc, qui accompagnent, si vous voulez, ces équipes. Et le financement est assuré par le ministère des Affaires étrangères néerlandais et d'autres institutions. Ce programme OKP-RESCOM aborde les problématiques du changement climatique, de la sécurité et de l'état de droit au Sahel. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces problématiques aujourd'hui sont au centre de nos préoccupations du moment. Et ce programme essaie de questionner le monde de la recherche pour savoir comment optimiser l'apport des universités pour une résilience des communautés. Et pour aller dans ce sens, il s'est fixé comme objectif de renforcer les capacités des institutions d'enseignement et de recherche des 3 pays du Sahel en vue de contribuer d'une part à la connaissance des interactions entre le changement climatique, les conflits, les questions de sécurité et l'état de droit, et d'autre part à l'identification et à la mise en œuvre de mesures visant à renforcer la résilience des communautés aux effets du changement climatique et des conflits et au renforcement de l'état de droit. Il est attendu de cet atelier la création d'une communauté de pratique au niveau national autour de la résilience communautaire. Il s'agit dans le cadre de ce projet de collecter et de partager des informations pertinentes sur le projet OKP-RESCOM et la communauté de pratique et auprès des partenaires afin de créer une communauté de pratique CDP au niveau national autour de la résilience communautaire et la SRD dans le contexte du projet. Cette activité de ce matin vise à identifier les parties prenantes et amener les acteurs à s'engager activement dans les CDP afin d'identifier ensemble quel modèle de CDP appliquer, quel objectif poser pour la CDP, quel rôle pour l'université dans la CDP et quel type d'échange à favoriser. Pour rappel, cet atelier rentre dans le cadre du programme de recherche OKP-RESCOM. En visite de travail au Niger, Irène Kalin, présidente du Conseil national suisse, a accordé une interview au studio Kalangou. Pour Madame Irène Kalin, c'est en investissant dans l'éducation des jeunes que cette frange de la population offrira au Niger une perspective de développement. J'étais toujours une animal politique, comme on disait, mais je ne voulais jamais faire de la politique dans les institutions. Mais quand j'ai vu qu'il y a aussi chez nous pas assez de femmes, pas assez de jeunes dans les parlements, dans les postes responsables dans la politique, je me suis quand même dit, mais il faut des exemples pour que ça change et pour que nos filles, un jour, ont vraiment des exemples pour s'engager dans la politique. Et moi, je suis persuadée que si on arrive à être la moitié dans les parlements, dans les gouvernements, ça change. Et c'est pour ça que je me suis engagée dans la politique et je m'engage toujours. Et c'est clair que la crise climatique et aussi l'avenir de la génération future me tient depuis toujours au cœur. Et c'est pas comme hasard que moi je suis une parlementaire verte. Oui, j'ai commencé au Grand Conseil d'Argovie. Le canton, c'est comme un district. Là, j'ai siégé pendant 7 ans dans le Parlement local un peu, ou bien cantonal chez nous. Chez nous, c'est beaucoup très petit. Et on a ce système de fédéralisme, donc le pouvoir s'est décentralisé. Et bien après, je me suis présentée plusieurs fois pour le Conseil national. Et la deuxième tour, je ne suis pas arrivée directement dans le Parlement, mais mon prédécesseur a pris la décision de se retirer, donc je suis entrée pour lui dans le Parlement. Maintenant, j'ai la grande opportunité d'être la première citoyenne du pays, parce que chez nous, c'est la poste la plus haute, et ça veut aussi dire que dans notre démocratie, et comme toutes les démocraties, le peuple, mes concitoyennes et les concitoyens sont le souverain. Je pense que l'éducation n'est pas seulement le mot-clé, mais c'est vraiment le clé pour l'émancipation de la jeunesse, mais aussi pour se battre contre les injustices, aussi pour se battre contre les injustices entre les sexes. Et c'est pour tous les jeunes, bien sûr, mais je pense quand même particulièrement pour les femmes. Et je
on a eu la chance à Maridi de voir les projets humanitaires, mais aussi de l'éducation alternative sur terrain. C'est très bien que se passe là-bas, mais vu qu'à Maridi, que 50% des enfants vont à l'école, le chemin est encore dur et long, mais je suis sûre, si vous continuez à investir dans l'éducation des jeunes, les jeunes vont avoir une perspective et vont donner aussi au Niger une perspective. Place à présent à votre rendez-vous hebdomadaire, la chronique juridique. Elle porte cette semaine sur la demande de restitution, un thème développé par Maître Amani Moustapha, avocat à la Cour. Mesdames, Messieurs, très bonne réception, bonsoir. À l'occasion d'une procédure pénale, les saisies constituent, pour les enquêteurs ou le juge d'instruction, un moyen privilégié de recherche de la vérité ou de recueillement des preuves. La poursuite de ces objectifs amène les enquêteurs ou le juge d'instruction à placer indifféremment des biens sous main de justice. Ces biens souvent peuvent appartenir à la personne mise en cause, à la partie civile, la personne qui prétend avoir subi un préjudice du fait de l'infraction, mais aussi à une tierce personne qui n'a rien à voir avec la procédure. C'est ces situations qui peuvent justifier la mise sous main de justice des biens. Eh bien, naturellement, lorsqu'un bien a été mis sous main de justice, le propriétaire qui estime que ce bien n'a nullement rien à voir avec l'infraction en question ou dont la restitution ne préjudicie pas à la manifestation de la vérité, peuvent demander la restitution du dit bien. Là, il faudra distinguer les étapes de la procédure selon qu'on se retrouve dans l'enquête préliminaire, selon qu'on se retrouve devant le juge d'instruction ou selon qu'on se retrouve devant la juridiction de jugement. À l'enquête préliminaire, c'est le procureur de la République qui est le directeur de l'enquête. Et c'est lui qui peut restituer un bien mis sous main de justice. Prenons l'exemple terre à terre. Aujourd'hui, une personne est poursuivie. Les enquêteurs ont mis sous main de justice certains de ses biens. Et devant le procureur décide de ne pas poursuivre. Classement sans suite de l'affaire. Eh bien, à ce stade, il n'y a pas de poursuite. Aucun juge n'a été saisi pour se prononcer sur une éventuelle infraction, une éventuelle condamnation et une éventuelle confiscation. Eh bien, c'est le procureur qui a décidé de diriger l'enquête. Eh bien, c'est ce procureur-là qui est compétent pour restituer ces biens saisis par les enquêteurs. Dans la théorie, c'est juste une demande verbale qui est formulée. Si c'était le jour du déferment, le propriétaire ou la personne qui se prétend être propriétaire demande juste au procureur que vous avez décidé de classer sans suite. Eh bien, il y a un de mes biens qui a été mis sous main de justice, je demande la restitution. Le procureur, il fait un procès verbal de restitution. La partie qui prétend être propriétaire du dit bien signe, le procureur signe, on lui donne une copie et on lui donne son bien. Si l'affaire est devant le juge d'instruction, eh bien là, à ce niveau, c'est le juge d'instruction qui est compétent pour statuer sur les demandes de restitution. La personne qui prétend avoir un droit sur un bien mis sous main de justice formule une requête aux fins de restitution au juge d'instruction saisi de l'affaire. Dans la requête, il doit principalement développer 2 à 3 arguments. Le premier argument, c'est qu'il doit démontrer qu'il est propriétaire du dit bien mis sous main de justice. Le deuxième argument, c'est qu'il doit démontrer que la restitution de ce bien ne peut nullement troubler ou entraver la recherche de la vérité. Eh bien, le troisième argument, c'est qu'il doit convaincre le juge
que même s'il y aura une éventuelle décision sur le fond, ce dit bien ne pourra pas faire l'objet de confiscation. Eh bien, dans ce cas, le juge d'instruction saisi apprécie le bien fondé de la demande. S'il estime nécessaire de restituer le bien, eh bien, il va rendre une ordonnance. L'ordonnance rendue par le juge d'instruction peut faire l'objet d'appel devant la chambre d'accusation, qui se trouve être le deuxième degré de juridiction, le deuxième degré d'instruction en matière pénale. Eh bien, cette chambre saisie, soit par le propriétaire ou la personne qui prétend avoir un droit sur le bien mis sous main de justice, si le juge d'instruction ne lui donne pas raison, il peut déférer la décision du juge d'instruction devant la chambre d'accusation. Soit par le procureur qui avait contesté la décision, qui avait contesté la restitution, soit par la partie civile, soit par le civilement responsable. Eux tous, ils ont le droit d'interjeter appel contre la décision, contre l'ordonnance du juge d'instruction. Au préalable, le procureur, si une demande de restitution a été formulée, eh bien on demande au procureur de prendre ses réquisitions par rapport à cette demande. Est-ce qu'il estime nécessaire de restituer le bien, oui ou non? Mais le juge d'instruction n'est pas tenu de suivre à la lettre ce que le procureur a dit, étant une partie au procès. Si l'affaire se trouve devant une juridiction de jugement, là, cette juridiction est compétente à tout moment de statuer sur une demande de restitution. Il n'y a pas de moment en fait où il faut introduire une demande de restitution. C'est à tout moment. Même si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, eh bien une personne peut formuler au juge de restituer le dit bien. Là aussi, ça se fait par requête. Toute personne qui justifie avoir un droit sur un bien mis sous main de justice, si l'affaire se trouve devant la juridiction de jugement, eh bien la personne peut formuler la demande. Lorsque la décision du tribunal de la juridiction saisie tombe, eh bien toute personne qui conteste, toute personne faisant partie de la procédure qui conteste cette décision peut déférer cette décision devant la cour d'appel. Mais là, il faudra préciser que la cour d'appel ne peut statuer qu'ensemble avec la décision au fond du premier juge. Mais là, il faudra aussi préciser que lorsque le tribunal ou la juridiction saisie statue sur le fond, s'il n'y a aucune voie de recours contre cette décision, cette juridiction demeure toujours compétente pour statuer postérieurement à sa décision au fond sur les demandes de restitution. En termes clairs, cela veut dire quoi? Aujourd'hui, une personne est poursuivie pour une infraction bien précise. Et avant d'arriver au stade du jugement, il y avait certains de ces biens qui avaient été mis sous main de justice. Une décision de relax par la juridiction de fond. Mais la personne a oublié de demander la restitution des biens mis sous main de justice. Ou la juridiction a oublié de statuer sur cette restitution. La procédure est finie, la personne a été relaxée. Eh bien, cette personne peut revenir pour formuler une requête, pour demander la restitution des biens mis sous main de justice, parce qu'au préalable, il avait oublié, pendant que le fonds était en train d'être jugé, de formuler cette demande. Eh bien, lorsque la requête arrive, on envoie la requête au procureur pour prendre ses réquisitions par rapport à la restitution. Eh bien là, le juge statue. Et cette décision peut aussi être déférée devant la cour d'appel. À la cour d'appel aussi, c'est le même scénario. C'est à peu près les mêmes règles. Lorsque la cour est saisie, la cour peut statuer sur les demandes de restitution. Même après avoir vidé le fonds, s'il n'y a aucune voie de recours qui a été formée, eh bien cette cour reste compétente pour statuer postérieurement à sa décision au fond sur les demandes de restitution. C'est pour vous dire que la restitution peut se faire devant toutes les autorités, que ce soit devant le procureur, que ce soit devant le juge d'instruction ou devant la juridiction de jugement. Eh bien, l'autre situation, c'est qu'on peut se retrouver dans une situation où un bien mis sous main de justice peut se retrouver confisqué. Il y a des situations prévues par la loi. Si par exemple le bien est le corps même du délit, le corps de l'infraction,
où le bien, c'est le bien qui a permis de faire l'infraction. Si vous prenez par exemple en matière de drogue, une personne a été poursuivie pour trafic international de drogue. Pendant l'arrestation, il avait été arrêté dans un véhicule avec des tonnes de drogue. Eh bien, on confisque la drogue et le véhicule. Après décision de condamnation, cette personne ne pourra pas revenir demander la restitution du véhicule parce que c'est le corps du délit. De par la loi, et la drogue et le véhicule seront confisqués. Si vous prenez quelqu'un qui a été pris pour vol de télévision, on n'a pas trouvé le propriétaire de la télévision et la personne a été condamnée. Du fait de l'absence de propriétaire immédiat, on ne peut pas restituer la télévision parce que c'est le corps en fait du délit. Ou si une personne a été prise pour vol criminel avec, je ne sais pas, une machette, eh bien la personne ne peut pas revenir demander la restitution de la machette après condamnation. Certes, c'est pour lui, mais c'est le bien qui a servi à commettre l'infraction. Ça, c'est l'article 11 du Code pénal qui a précisé ça. C'est pour vous dire qu'on peut se retrouver dans certaines situations où il y a des biens qui ont été saisis, qui ont été mis sous main de justice, dont la restitution s'avère pratiquement impossible. Soit parce que la loi l'a prévu, soit parce qu'après déduction, on se rend compte que c'est le corps du délit, c'est ce qui a facilité ou permis de faire le délit. Donc, dans ce genre de situation, eh bien, le législateur peut décider, ou disons, la juridiction peut décider de confisquer le bien. Par exemple, il y a aussi l'autre situation, le tribunal de simple police. C'est bien, c'est vrai, on l'oublie presque toujours, mais de par la loi, ça existe. C'est cette juridiction-là qui statue ou qui juge les contraventions. Vous allez me demander, mais ça se situe où? Moi-même, je sais que ça existe dans les textes, mais à ce jour, aucune juridiction de simple police n'a été installée. Mais c'est pour vous dire que ça existe et c'est à peu près les mêmes règles de fonctionnement pour les demandes de restitution. Espérons que dans les jours à venir ou bien dans les années à venir, cette juridiction verra jour.